Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment identifier le moteur à colonne continue de la séance précédente. Donc grâce au fichier de données où nous avons enregistré donc le signal d'entrée et le signal de sortie. Le signal d'entrée étant la tension, le signal de sortie étant la vitesse. Nous avons enregistré les résultats dans le fichier vitesse1.txt, donc un fichier texte. Donc nous expliquons le contenu de ce fichier. Il y a les 5 premières lignes qui correspondent à un certain nombre d'informations, minimum, maximum, etc. Et aussi le nom des variables sauvegardées. Donc nous avons le temps, la tension UA1, UB1 et la fréquence qui est représentée à la quatrième colonne, donc qui est indéterminée. Bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est la tension UA1 qui correspondait lors de nos essais précédents au signal de sortie qui était la vitesse, et la tension UB1 qui correspondait au signal d'entrée qui était la tension. Pour exploiter ces signaux-là, donc il suffit juste de copier toute la matrice et soit de la mettre dans Excel, ensuite utiliser la fonction XLSRI de MATLAB, ou bien tout simplement copier carrément ceci dans... pour donner un exemple, je vais copier certaines lignes seulement. Copier. Bon, je vais lancer MATLAB. Donc, il suffit de copier ce fichier. Nous avons juste une petite remarque concernant ces données-là. Nous avons ici des virgules à la place du point. Donc, MATLAB ne reconnaît pas cette virgule. Il reconnaît uniquement le point. Donc, on est obligé de changer ça. Bon, donc je vais, comme mon PC est relié à la carte d'espèce, je vais choisir la RT1104 pour la configuration. Donc, je vais ouvrir un nouveau script. Et là, je vais copier et je vais coller les données que j'avais ici. Bon, j'ai copié comme par hasard la première ligne. Ici, il suffit d'écrire, donc A égale. Fin. Voilà. J'exécute ça. Je Evaluate selection. Bon, il y a une erreur parce que tout simplement à cause de la virgule. Donc je peux lui demander donc CTRL F. Il va trouver la virgule. Il va la remplacer par un point. Place all. Voilà. Et là, si je sélectionne tout ça, Evaluate Selection, bon, je ne sais pas c'est quoi le message d'erreur. Peut-être qu'il y avait un problème au départ. Alors, non, il n'y a aucun problème. Bon. C'est bon, donc c'est exécuté. Donc vous avez A égale à cette matrice. Après, il suffit de prendre A de toutes les lignes de la première à 3 colonnes, donc les colonnes qui nous intéressent. Je vais choisir un répertoire de travail, document MATLAB, et là je vais vous montrer une autre façon, au lieu de faire ça manuellement. Donc nous allons lire carrément le texte, le fichier texte avec des fonctions MATLAB. Donc prenons par exemple l'instruction, la fonction TextScan. Pour utiliser l'instruction TextScan, voilà donc ce qu'il faut faire. Je vais créer un ID feed égale fopen, donc le fichier c'est vitesse1.txt. Ensuite s égale TextScan feed. Je vais prendre le format pour son chaîne de caractères. Pardon, et je dois lui demander d'omettre les 5 premières lignes. Header lines 5. Fclose, donc je ferme le fichier feed. Pour expliquer, evaluate selection.
Et là, donc, j'ai les données S sous forme, donc, format cell, et l'élément qu'il y a à l'intérieur du format cell est aussi de format cell. Donc, pour accéder aux valeurs de S, il suffit de taper S, accolade, 2 points. Vous voyez bien que les données sont représentées sous forme, donc si je vois ce fichier, si je regarde la dernière valeur, donc c'est 34, 1,65, 644 nan. Et donc il s'agit de c'est ça donc les dernières valeurs de notre fichier. Donc on voit bien comment sont sauvegardées nos données dans la variable S. Donc le premier, le second, le troisième, ainsi de suite, le quatrième. Et on revient, le premier, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Voilà comment sont sauvegardées nos données dans un seul vecteur. Donc je voudrais retrouver la forme initiale, pour cela qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord je vais créer S égale S. D'accord. S égale S de points. C'est le vecteur de tout à l'heure. Donc je vais lui demander reshape S de 2 points. Donc je vais lui demander 4 lignes et le nombre de colonnes, il peut le déduire tout seul avec ses 2 crochets. Et le résultat, je vais lui demander de le transposer. Et voilà. Et comme je n'utilise que 3 colonnes, je vais lui demander donc S égale S de toutes les lignes de 1 jusqu'à la 3e colonne. Bon, maintenant, la première colonne T, c'est S, toutes les lignes, première colonne. Ou bien avant de faire ça, si on exécute ça, vous allez voir. Donc, ce qu'on remarque ici, alors je vais réexécuter tout ça au cas où il y a un problème. Voilà. Donc, ce que nous remarquons ici, c'est toujours sous forme de chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser alors la fonction selfun. Donc, je vais écrire cette fois-ci S égale selfun pour appliquer la fonction que je désire appliquer à tous les éléments de cette matrice. Selfun, arrobas, et là je vais donner le nom de la fonction qui est str to num. Et là je vais donner la variable s. Et là vous allez voir le résultat. Donc, pardon, donc je vais réexécuter tout. Alors c'est quoi le problème? Ah oui, parce que j'ai oublié la virgule, parce qu'il est toujours sous forme de... Il ne peut pas le convertir en format numérique. Donc ce que je dois faire, c'est d'abord remplacer le S, la matrice, c'est-à-dire dans la chaîne de caractères, la virgule, par le point. Donc S égale strrep, S, virgule, point. Et voilà, donc, vous allez voir. Voilà, une fois que je l'ai remplacé, je peux appliquer cette fonction-là, qui me donne donc la matrice de C, qui est sous forme donc de nombre, et non sous forme de chaîne de caractères. Donc S égale à ça. Là, je peux déduire donc le vecteur temps qui est égal S. Donc toutes les lignes, première colonne. Le signal de sortie Y qui est égal S, toutes les lignes, deuxième colonne. Et le signal d'entrée U égale S, toutes les lignes, troisième colonne. Et là, je vais donc tracer pour voir donc mes signaux. Donc plot T U en rouge, hold on, plot TY en vert et hold off. Et voilà, donc vous avez la réponse à cet échelon-là qui est en vert. Ici, donc, on voit bien que nous avons une partie qui est constante. Donc, ça ne sert à rien de l'utiliser. Donc, on va, pour déterminer, donc ici c'est le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'indice. Quel est le nombre d'échantillons ici, le numéro d'échantillons ici, à partir duquel nous n'avons pas, le signal est constant. Voilà. Donc, pour le trouver, je vais refaire. Donc, je vais
tapez tout simplement plot Y sans le T. Comme ça, il va le taper en fonction des indices. Et là, vous allez obtenir cette figure, ce plot. Donc là, avec data cursor, je vais trouver à peu près l'élément à partir duquel il n'y a pas de changement. Bon, à part, on voit ici évidemment un bruit de mesure. Mais sinon, le signal est constant. Donc c'est à peu près au 90e échantillon, il n'y a pas de changement. Donc, je vais prendre tout simplement T égale T ou bien pour ne pas trop compliquer l'existence, je vais faire tout simplement ça. Je vais le faire donc. Je vais mettre S égale S de 1 jusqu'à 90, toutes les colonnes. Et là, je vais réexécuter tout ça. Voilà, on aura effacé la partie qui était en plus. Maintenant, d'abord nous allons sauvegarder comme ça pour ne pas réexécuter tout ça. Nous allons sauvegarder dans un fichier save. Donc, on va l'appeler ident. Non, c'est pas. Il faut changer de nom. Je vais l'appeler par exemple moteur. Et là, je vais introduire voilà T, V, U pardon et Y. Là, donc j'ai sauvegardé dans moteur mes données. J'ai envie aussi de les sauvegarder sous une autre forme. Je vais donc appeler signal 1 qui est égal à T' pour le rendre sous forme de vecteur, point virgule, U'. Vous pouvez voir ce que ça donne. Donc c'est un vecteur, donc c'est une matrice à deux lignes. La même chose pour signal 2 égale T', Y'. Voilà, donc c'est pour les sauvegarder dans donc le fichier 1, je vais l'appeler donc fic1 signal 1 et save fic2 signal 2. On verra par la suite pourquoi nous avons fait cela. Voilà. Bon, maintenant que nous avons les données sous forme donc dans des fichiers MATLAB ou bien dans des variables T, U, Y, nous allons voir comment identifier le système. Bon, la première méthode qui est simple, c'est d'utiliser carrément les méthodes classiques. Imprimer cette courbe et utiliser on voit bien que ça ressemble à un système du premier ordre. Utiliser les méthodes classiques pour trouver les paramètres de la fonction de transfert. Sinon, une deuxième méthode, c'est d'utiliser carrément les outils de MATLAB. Donc vous allez dans Apps, évidemment si vous avez la licence de System Identification. Donc je vais cliquer sur System Identification. Là, je vais importer les données, Time Domain Data. Il va me demander donc d'introduire Starting Time c'est 0. Sampling Time, bon, c'est pas difficile, il suffit de lui dire T de 2 moins T de 1. Vous allez avoir la période d'échantillonnage qui est de 0,1 normalement. Voilà. 0,1. Et là, on lui demande d'importer. Pardon. Il faut que je donne le nom du signal d'entrée. Signal de sortie. Import. Et là, vous pouvez lui demander pour vérifier votre signal, timeplot. Et là, nous avons notre réponse qui correspond réellement à nos données. Il n'y a pas d'erreur. Pour identifier, donc vous allez ici dans Estimate, Transfer Function Model. Vous pouvez identifier en discret ou en continu, il n'y a pas de défaut en continu. On préfère identifier en continu, ensuite on peut discrétiser comme on veut notre système. Donc number of poles, un pôle pour un système du premier ordre, 0, 0. Estimate, et là, nous avons donc estimé notre... donc il est en train de calculer je crois. Peut-être, voilà, il l'a fait. Donc l'estimation, il vous donne même fit to estimation 95,62 pouces. Voilà. Et là, vous avez donc votre fonction transfert qu'il appelle TF1.
je vais la coller dans tout workspace. Je ne sais pas si c'est visible ou non. Et là, je vais dans l'espace de travail, je vais taper TF1 et vous avez votre fonction de transfert. Voilà, 0,3 sur S plus 1,25 à peu près. Et donc, c'est avec cette fonction de transfert-là que nous allons travailler. Donc, je peux, pour obtenir exactement le N et le D, donc je vais lui écrire N, D, égale TF data de TF1 value pour qu'il me donne donc les valeurs de la fonction de transfert. Voilà, qui sont. Bon, ici le n est un vecteur à 10 dimensions, normalement c'est un vecteur à une dimension, donc on peut lui dire n égale n tout simplement de 2 pour obtenir correctement les données. Voilà. Et là donc vous avez votre fonction de transfert que nous allons utiliser par la suite. Donc je vais sauvegarder cette fonction de transfert, save, mode C, je vais l'appeler mode C, le fichier, donc N et D. Bon, maintenant on peut prendre cette fonction de transfert, faire des simulations. Je disais tout à l'heure donc qu'on pouvait utiliser donc ces deux fichiers là, signal 1 et signal 2, pour vérifier un petit peu leur identification, à quel point elle est correcte. Donc je vais lancer le Simulink, donc Home, et je clique sur Simulink. Donc c'est juste une toute petite vérification. Ça veut dire que si je prends mon système, donc je vais créer donc un système, premier ordre, donc alors la source je vais utiliser from, justement from workspace. Normalement c'est from file, plutôt from file. Voilà. Et c'est là que je vais introduire, justement, et c'est là que je vais introduire le fichier .mat qui s'appelle donc, je l'ai appelé FIC1. FIC1 pour le signal d'entrée, U. Et je vais utiliser la même chose. Le second fichier où j'ai sauvegardé le signal de sortie, FIC2.mat. Bon, je reviens pour expliquer. C'est là qu'on avait sauvegardé les deux signaux, signal 1 et signal 2. Signal 1 c'est signal d'entrée, signal 2 c'est signal de sortie avec le temps évidemment. Et là je peux utiliser ces deux signaux. Bon, comment je vais les utiliser? Je vais prendre, d'abord je vais agrandir un peu pour qu'on puisse voir. Donc c'est from file. Je vais attaquer ma fonction de transfert. Donc je reviens à Simulink. Continuous. Transfer function. Voilà. Et là c'est N. Et là c'est D. Je les ai déjà sauvegardés. Et comme signal de sortie, ça c'est le signal de sortie. Voilà, donc normalement la sortie, je la compare au signal de sortie du système réel. Parce que ça c'était des essais réels avec des signaux réels. Donc si je compare, donc, la réponse de ce système-là à cette entrée devrait être exactement le même signal qu'il y a ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais les comparer avec un scope. Sinks, je prends un scope. Et là je vais utiliser Common Used Block. Je vais utiliser un multiplexeur. Ça, c'est le signal de sortie réel. Je compare avec le signal de sortie obtenu par simulation. Je simule. Bon, là, c'est infini. Je vais mettre 10 secondes seulement. Et là, je vais simuler. Je vais ouvrir le scope. Et vous voyez donc, bon, pardon, donc ici, il faut faire attention. Et c'est quand vous avez beaucoup de points, donc ne limitez pas les points à 5000. OK. Et là, je vais resimuler. Et voilà. Et vous voyez donc le signal de sortie, donc pour la fonction transfert, la réponse de cette fonction transfert au signal d'entrée, qu'on a déjà utilisé en pratique, est égale, donc le signal théorique est égal au signal
réel. Bon, approximativement, même s'il va y avoir des petites différences. Et voilà. Donc, évidemment, il faudrait que les réponses, c'est-à-dire au système réel, il faut donc tester plusieurs entrées, pas seulement pour voir à peu près. Donc, si le système est linéaire, on devrait à chaque fois obtenir la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système pratique, nous l'avons alimenté avec des tensions entre 0 et 10 volts. Donc ici, cette fonction de transfert, vous pouvez l'alimenter avec 1 million de volts, va vous donner une réponse, alors que le système pratique, vous dépassez par exemple les 10 volts, il va y avoir une vitesse limite. Et si vous introduisez par exemple une tension très élevée, vous pouvez avoir des problèmes avec votre matériel. La même chose pour les niveaux bas. En, en théorie, si je mets ici un petit signal, par exemple de très faible, le système, la fonction de transfert, va automatiquement répondre. Si vous mettez même 10 puissance moins 6, il y aura un signal qui est égal à 10 puissance moins quelque chose. Par contre, en pratique, au-dessous d'un certain signal, le moteur ne va jamais réagir. C'est-à-dire qu'il y a un seuil limite à partir duquel le moteur ne répond pas. Donc, en fin de compte, cette fonction de transfert représente notre moteur uniquement dans un intervalle de travail. Donc, on parle de linéarité, pas absolue, pas de linéarité absolue, mais d'une linéarité dans un certain intervalle de travail. Donc, je vous remercie. Pour la prochaine séance, nous allons voir donc comment utiliser certains outils de MATLAB pour déterminer les paramètres du régulateur pour réguler ce système.